Bonsoir à tous. On va, si vous le voulez, on va démarrer un petit peu notre présentation du Moulin d'Hugo. Alors, on va se présenter. Moi, je suis Frédéric Procope, je suis président de l'association. Je vais vous expliquer un petit peu. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que le papier et le Moulin d'Hugo. Et ensuite, je passerai la parole à Marie-Claire et Vincent. Alors, le papier, tout d'abord, rapidement, une petite définition technique de ce qu'on appelle du papier. Papier, c'est uniquement une fibre d'origine végétale, un peu celle que vous voulez. Ça peut venir du bois, des plantes, on peut utiliser plein de fibres différentes. Ces fibres, on les broie dans de l'eau, on les malaxe pour en faire une pâte. Et une fois qu'on a une pâte, une fois qu'elle est séchée, pressée et séchée, ça devient du papier. C'est une définition toute simple. Historiquement, le papier a été inventé par les Chinois au début de notre ère. On n'a pas de date précise, mais ça doit faire à peu près 2000 ans que le papier existe. La première date connue, c'est en 200 après Jésus-Christ, où un Chinois qui s'appelait Monsieur Tsai Lun a été le premier à écrire un manuel de fabrication du papier. Deuxième date importante dans l'histoire du papier, c'est l'an 800, la bataille de Samarcande, où les armées arabes ont battu les Chinois et ont capturé les artisans chinois qui détenaient le secret de la soie et du papier. L'histoire de la soie et du papier, c'est la même histoire. Et à partir de ce moment-là, on a vu des moulins à papier se répandre dans tout le monde arabe. 800 premiers moulins en 800 à Bagdad, par exemple. Petit à petit, dans tout ce monde arabe. Et c'est arrivé en Europe vers 1150, tout à fait au sud de l'Espagne, qui était sous domination arabe, et au sud de l'Italie, qui était sous la domination des pirates arabes. Et à partir de cette date, en 1150, ça s'est répandu petit à petit dans toute l'Europe. Toujours sur le plan historique, on a une date qui n'est pas celle du papier, mais qui est celle de l'imprimerie. Il y a un lien entre les deux, qui est donc en 1580, non pas l'invention de l'imprimerie, mais l'invention du caractère mobile par Gutenberg, qui a fait exploser la demande de papier en Europe, surtout en Europe. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une énorme demande de papier, qui était encore fait complètement à la main, alors que l'imprimerie s'était mécanisée, le papier était totalement fait à la main. Et à partir de cette époque-là, il y a eu une multiplication incroyable de moulins à papier dans toute l'Europe et dans toutes les régions. Quand on parlera plus précisément du Moulin d'Hugo tout à l'heure, quand on a fait des recherches, on s'est aperçu que sur la simple commune de Saint-Léonard, il y a eu à une époque 24 moulins à papier. Et il y en avait comme ça partout. Donc, je continue sur l'historique. 1799, invention de la machine à papier par M. Louis-Nicolas Robert, qui était comptable aux papeteries d'Essonne en région parisienne. Sa machine était en bois, elle n'a eu aucun succès. L'idée a été reprise par les Anglais et vers les années 1820-1830, on voit arriver les premières machines à papier industrielles. Depuis, il n'y a pas eu de grands changements, si ce n'est que, si vous voulez, l'industrie papetière a petit à petit construit des machines absolument monstrueuses, puisque, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est aujourd'hui l'industrie qui est la plus gourmande en capitaux,
pour monter une usine de papier après l'énergie nucléaire. C'est plus cher de faire une usine de papier que de faire de la sidérurgie ou quoi que ce soit d'autre. Ce qui fait qu'on n'en crée plus beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire du papier. En ce qui nous concerne, donc, Moulin d'Hugo, on a un moulin qui donc, est à Saint-Léonard-de-Noblat. On a une date certaine de 1422 33, pardon, qui est une date de vente. Donc il existait déjà avant, on ne sait pas très bien quand. Et il a, alors je vous passe les détails, il a eu plusieurs phases, plusieurs vies. Ce qu'il y a d'intéressant sur le moulin d'Hugo, qui est une exclusivité, une particularité de ce moulin par rapport à tous les autres moulins historiques qu'il peut y avoir en France, ou je pense même en Europe, c'est qu'il n'est pas dans l'état Moyen-Âge, donc il n'est pas dans l'état strictement papier à la main. Il avait survécu à la période de la mécanisation du papier et il était arrivé au moulin une machine à papier en 1872, machine qui est toujours là, qui est toujours en état de marche, qui à ma connaissance est la plus vieille machine en état de marche en France et peut-être bien en Europe. Moi, j'en connais pas d'autres de cette époque-là. Et le moulin avait étonnamment réussi à survivre jusqu'en 1954. Nous, on s'y est intéressé en 1995 quand c'était une ruine et que le propriétaire envisageait sérieusement de le détruire parce que c'était une ruine, c'est tout. Donc on a trouvé le moyen, avec difficulté, de le remettre sur pied. Et donc en 2003, voilà, on a rouvert pour faire une partie touristique, bien sûr, et une partie production. Alors, du point de vue production, si vous voulez, quand le papier est arrivé en Europe, on l'a fabriqué uniquement à partir des fibres végétales dont on disposait à l'époque, qui étaient tout simplement les vieux vêtements, à base de lin ou de chanvre, puisqu'il n'y avait rien d'autre. Et c'était le travail des chiffonniers de récupérer ces vieux vêtements. Et je vous disais tout à l'heure qu'il y a eu une grosse demande à partir du moment où l'imprimerie a été inventée, c'est en tout cas beaucoup développé. Et c'est de là dont vient l'expression se battre comme des chiffonniers, parce que les chiffonniers étaient obligés de se battre pour récupérer ces vieux vêtements. Il y avait une énorme demande de papier et il n'y avait pas suffisamment de matières premières. Donc historiquement, si vous voulez, on a fait ça avec les vieux vêtements. Ensuite, au courant du 19e siècle, on a inventé la pâte de bois, qui est toujours une fibre végétale, mais qui demande un traitement chimique quand même très lourd, puisqu'il faut le cuire dans de la soude caustique, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc maintenant, tous les papiers industriels sont à base de bois. Depuis un certain nombre d'années, on a maintenant beaucoup développé le papier recyclé. Donc ça, c'est tout relativement simple. On prend un papier, on le broie comme on fait pour les fibres végétales pour en faire de la pâte et on en refait du papier. C'est une technique qui s'est beaucoup développée. Et en ce qui nous concerne, en ce qui nous concerne au Moulin d'Hugo, on s'amuse également, et on s'amuse, mais on y arrive aussi, à faire des papiers à base de légumes, puisque là aussi, on peut utiliser un petit peu toutes les fibres possibles et imaginables pour faire du papier. Donc, on a de l'asperge, de l'artichaut, du poireau. On a fait de l'ortie l'autre jour. C'est très, très compliqué, l'ortie. Mais on peut faire ce qu'on veut. Alors, ça donne des résultats quelquefois un peu étonnants, mais ça s'appelle quand même du papier. Voilà. Donc, petite présentation terminée. Je vais vous laisser regarder le film. Voilà, une petite présentation, c'est court, mais ça vous permettra de voir les lieux. Nous sommes ici donc dans la papeterie du Moulin d'Hugo, qui est le dernier moulin à papier du Limousin, à Saint-Léonard-de-Noblat, qui était autrefois la capitale régionale du papier. Il y avait 24 moulins à papier installés sur la commune.
Voilà, ce moulin a fonctionné depuis la fin du XVe siècle jusque dans les années 50. Il a produit du papier à partir de chiffons pendant 400 ans. Et puis au XIXe siècle, par manque de chiffons, il est passé à la production de papier paille, un papier utilisé dans les boucheries. Et enfin, dans ces dernières années, il produisait du carton pour faire des têtes de poupées en carton. Avec l'arrivée du plastique, le moulin d'Hugo a dû fermer ses portes et il est tombé à l'abandon, en ruine, pendant très longtemps. Il était même question de le raser dans les années 90, quand l'association du moulin d'Hugo a décidé de le sauver. Au départ, il était question de sauver un patrimoine, mais puisque toutes les machines étaient restées en place, cette association, soutenue par la commune de Saint-Léonard, a réussi à restaurer le matériel pour produire à nouveau. Aujourd'hui, les machines du 19e siècle permettent de créer des papiers pour des aquarellistes, pour des graveurs. Toute l'année, dans cet atelier, on produit plus d'une tonne de papier à partir de chanvre, de lin et de coton. Des feuilles qui sont faites à la main par le papetier de l'association. Et puis aussi des papiers fantaisie, avec les papiers jean, les papiers poireaux, papier asperge ou artichaut. Alors la grande spécificité du moulin d'Hugo, c'est cet atelier d'imprimerie. Il existe quelques moulins à papier en France, nous produisons sur place, mais ici nous avons en plus la transformation. Donc des machines ont été installées, des anciens imprimeurs ont formé des plus jeunes à des méthodes aujourd'hui en voie de disparition. Puisque dans cet atelier, on utilise les caractères en plomb et on va composer à la main, lettre après lettre, à l'envers évidemment, ou alors avec la machine qui est derrière moi, nous allons travailler des textes en produisant directement sur la machine les textes en métal. Avec cette linotype qui est une exclusivité, qui est vraiment un clou du spectacle dans cet atelier, les lignes sont produites 10 fois plus vite qu'à la main. Et à partir donc de ces compositions, sur les vieilles presses à imprimer, on va pouvoir réaliser des faire-part de mariage, des cartes de visite, voilà, des tas de travaux pour des particuliers, pour des collectivités locales et puis aussi pour des entreprises. Voilà. Et c'est vraiment ces deux unités très complémentaires, papeterie et imprimerie, qui font la richesse du moulin d'Hugo, qui font sa spécificité, son originalité et qui font de ce site un lieu complet où on produit depuis la pâte jusqu'au produit fini réalisé. Le projet pour l'avenir du moulin d'Hugo, c'est aussi de développer toujours de nouvelles créations papier avec de nouveaux végétaux, de la lavande, des genêts. Et on pourra découvrir que le papier n'est pas que le bois, mais bien à partir donc de fibres végétales, on peut créer des tas de papiers très, très originaux. Voilà, ça vous a permis de découvrir le lieu de façon assez rapide et concise et en images. Donc le Moulin d'Hugo, c'est un lieu qui a beaucoup d'activités, qui reçoit évidemment beaucoup de public, qui produit, ça on l'a compris, et puis aussi un lieu où l'accueil d'artistes est important. On ouvre nos portes aux artistes, on ouvre nos ateliers. On a souhaité donc créer avec l'aide de la DRAC Limousin Nouvelle-Aquitaine, de créer donc une résidence d'artistes qui chaque année permet à un artiste de venir en immersion pendant 6 semaines, profiter des savoir-faire de nos artisans, profiter du matériel. On met à leur disposition toutes les machines. Donc de profiter de ce lieu et de tout ce qu'on y fait. Donc il y a évidemment une candidature, il y a évidemment toute une procédure à suivre. On reçoit beaucoup de dossiers. Et puis ensuite, il y a un heureux élu. Cette année, l'heureux élu est Vincent Krogonek, qui vous parlera de son travail dans quelques instants. Voilà, ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi
le Moulin d'Hugo veut cette ouverture à la création. Nous sommes de bons artisans, mais nous ne sommes pas des artistes. Voilà, ce n'est pas du tout la même chose. Et au contraire, ces savoir-faire qui sont très anciens ont parfois besoin d'être un petit peu dépoussiérés, d'être regardés, d'avoir un nouveau regard sur ces savoir-faire donc séculiers. Et c'est justement ce nouveau regard que nous recherchons en accueillant un artiste. Alors, ça fait déjà la 3e année, la 4e année même, c'est la 4e année avec Vincent, voilà, c'est ça, que nous recevons donc que nous avons une résidence. Ce sont des artistes qui ont des profils très différents. Hein. Il n'y a pas, si vous voulez, de critères par rapport à un profil d'artiste. Ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait un projet, bien sûr, et puis que ce projet, évidemment, il travaille il insiste sur la recherche et l'expérimentation. C'est-à-dire que l'artiste n'a pas de contraintes de production. On n'est pas obligé d'avoir, au bout de la résidence, au bout des 6 semaines, une fabrication. Voilà. Type un livre d'artiste, par exemple. Non. On n'est pas, nous, dans le cadre d'une résidence, non plus, l'imprimeur, un artiste qui viendrait avec son projet déjà tout bouclé. Il a dans sa tête, il a sur papier tout son bouquin. Et il vient au Moulin d'Hugo pour l'imprimer. Ça ne nous intéresse pas. C'est pas ça qu'on demande. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment que l'artiste il puisse être en immersion dans ce lieu, découvrir des techniques, découvrir du matériel, découvrir des savoir-faire, et qu'à partir de tout ça, il puisse continuer, lui, son projet propre, ses expérimentations, ses recherches, dans son projet qu'il a l'habitude de, voilà, dans ses recherches habituelles, aller plus loin. Voilà. Et donc, ça a été le cas avec Vincent. Évidemment, il n'y a pas non plus d'obligation à travailler le papier et l'impression, mais c'est vrai qu'on a quand même cette chance d'avoir dans un seul et même lieu vraiment, comme on le dit là dans le film, d'avoir depuis la pâte à papier jusqu'au produit fini imprimé. Donc, ça nous paraît quand même intéressant de pouvoir travailler sur les 2 ateliers, mais il n'y a pas d'obligation. Voilà, on a déjà eu des artistes qui se sont consacrés surtout à l'imprimerie, alors que Vincent, c'est vrai, lui, a travaillé vraiment sur les 2 ateliers. Voilà, donc je vais lui laisser la parole, parce que l'idéal, évidemment, c'est de découvrir avec lui toutes ces recherches. Voilà, donc on va voir aussi, évidemment, quelques images de son travail. La résidence, elle a commencé il y a peu de temps. On est là dans la 4e semaine de résidence. Donc il va avoir sa première période là qui va se terminer samedi. Et ensuite, il reviendra début janvier pour encore 2 semaines. Voilà. Bonsoir à tous. Merci d'être venus, d'avoir fait l'effort. Du coup, je m'appelle Vincent. Brièvement, mon parcours, en fait, je me suis dit que au niveau didactique, ça pouvait être intéressant que je vous montre vite fait des choses que j'ai faites avant la résidence. Par le biais du dossier de candidature que j'avais adressé au Moulin d'Hugo. Non pas du tout qu'il soit exemplaire ou quoi, mais comme ça vous donne en tout cas un aperçu assez précis de ce que j'ai pu présenter. Et ça vous donne en même temps un petit aperçu de mon travail. Donc rapidement, mon parcours, en fait, j'ai fait un bac art appliqué à Brest, donc en Bretagne. Au lycée Vauban. Ensuite, j'ai fait un diplôme des métiers d'art en illustration à l'école Estienne à Paris. Donc pendant 2 ans, là on est en 2003-2005. Après, je suis parti aux Arts Déco Strasbourg. J'ai réalisé un échange Erasmus en Roumanie pendant 6 mois. Où là, j'ai eu un vrai coup de cœur pour le pays et j'ai commencé un projet là-bas dont on va peut-être voir. Alors, donc, je vais évidemment passer sur le CV. Donc là, c'est la petite lettre de motivation, etc.
Et donc bon, on reviendra sur le papier découpé. Voilà. En Roumanie, du coup, j'avais commencé un travail sur le milieu ouvrier quand j'étais étudiant Erasmus. Je suis parti, j'ai commencé à aller dessiner sur les chantiers de voirie, etc. Et donc ça a duré 6 mois. Je suis rentré dans une usine de réparation de trains, de locomotives et tout ça. Et donc ça a duré, enfin c'était assez court. J'ai beaucoup voyagé tout là-bas. Je suis retourné en France, j'ai fait un diplôme aux arts décoratifs, où c'est là en fait où j'ai commencé à découper du papier. Et j'ai fait un diplôme autour du théâtre d'ombre. Et c'est un truc du coup qui me suit pas mal et qui est revenu pour la résidence. Et voilà, donc j'ai fini mes études à Strasbourg. Je suis retourné à la maison chez les parents parce qu'en fait, je savais pas où aller, quoi faire. Pour moi, c'était un peu, après les études, c'était un peu, oh merde, ah oui, c'est fini là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, quoi. Donc un peu mon seul truc, c'était, j'avais ce projet là qui me branchait vachement en Roumanie, je voulais retourner dessiner à l'usine et tout ça. Donc en fait, je suis rentré chez les parents. J'ai bossé à l'usine et j'ai écrit un dossier pour avoir des bourses et pour pouvoir repartir en Roumanie. Et en fait, ça l'a fait ça. Donc je suis reparti travailler 1 an en Roumanie sur ce projet. Ça a mis longtemps, mais il y a un livre qui est sorti il y a 2 ans maintenant. Et voilà, du coup, je le fais bien sûr assez vite. En rentrant de Roumanie, j'ai rencontré une fille, elle partait s'installer à Saint-Denis parce qu'elle avait l'opportunité de s'installer un atelier métal. Il y avait un atelier métal qui se libérait et du coup je suis arrivé à Saint-Denis sur un endroit qui s'appelle La Briche. Et La Briche, c'est une friche industrielle où il y avait un premier atelier qui a ouvert avec des nouveaux, quoi, des tout jeunes. Eux, ils sortaient du DMA Olivier de Serres, c'était tous des métallos. Et ensuite, nous, on a ouvert un atelier sur La Briche. Nous, on était 6 à l'époque et c'était plutôt l'image imprimée, graphisme, tout ça. Et depuis, voilà, La Briche, elle a grandi et on est du coup assez nombreux à bosser. On reviendra un peu là-dessus parce qu'on fait aussi des grandes fêtes et tout. Là, par exemple, c'est des boulots que j'avais fait en papier découpé où... à la fois, bon, ce qu'on voit en jaune, là, c'est vraiment des papiers découpés comme ça, on va dire. C'est un peu écriture automatique. Et par exemple, la grande dame avec ses jumeaux, là, c'était, en fait, c'est une seule feuille de papier. Et les valeurs un peu tout ce qu'on voit là, en fait, c'est des valeurs de gris qu'on a. Là, c'est en fait, je découpe et j'arrache le papier. Enfin, je découpe pas totalement en fait, je découpe juste un petit peu et j'arrache. Donc il y a pas mal de hasard dans la technique, mais donc c'était un peu voilà et ça là-haut là on voit, j'avais fait une marionnette en papier etc. en volume. Donc là on est toujours sur mon. Là c'est un tout autre projet que j'avais fait. J'ai été invité à la Biennale de Saint-Flour à intervenir, oui, je reviendrai au papier découpé évidemment en parlant de la résidence. Et du coup, vite fait, donc j'interviens dans un quartier, il y a un chantier autour de l'école, une palissade. Et voilà, je suis parti en gros quelques jours dans le quartier Besserette. J'ai un peu fait une marmite avec tout ce qui m'avait été dit du quartier, etc., sportif, école. Et du coup, j'ai imaginé un projet que j'ai appelé les feuilles volantes de Besserette. Et en gros, le procédé est un peu aussi lié au découpage. J'ai lancé toute une série de dessins donc en format raisin à l'encre gras. Et ensuite, j'ai fait un système de pochoir en bois avec des papiers de soie. C'est-à-dire que tous les affiches que j'ai collées au mur, c'est des originaux. Il y a un dessin de Chine. Et ensuite, je faisais des pochoirs. Donc, je collais sur un peu mais disons que voilà, je collais des feuilles de papier de soie à la colle repositionnable. Je faisais des petites découpes pour libérer des zones. Et après, j'imprimais toute l'impôt sur une presse typo. Donc, grosse débauche d'encre pour pas grand-chose.
Et du coup, voilà, toute une série sur le quartier d'Esnay. Ça, c'est des affiches que j'ai faites justement pour l'événement, notamment la Bruche Forêt, qui est un peu, parce que du coup, le site de la Bruche, c'est des ateliers où ça bosse le métal, la construction, le décor de théâtre, la marionnette, la céramique, le bois, la menuiserie, l'image imprimée, sérigraphie, typo, gravure. Enfin, il y a beaucoup de choses. En fait, on est plus de 70 à bosser sur le site. Et du coup, pour moi, c'est vraiment super intéressant parce que tout d'un coup, ça ouvre complètement le champ des possibles parce que, voilà, on est tout un peu. Je parle pas assez près du micro. Et voilà. Et les affiches à gauche, là qu'on voit, c'est pareil, c'est fait en papier découpé. C'est-à-dire que chaque, vous connaissez même la sérigraphie, chaque couleur, c'est en papier. Ça, c'était une résidence que j'avais fait pas très loin d'ici, à Ussel, au musée du Pays d'Ussel, et qui propose une résidence de 2 mois autour de la lithographie. Mon projet, là, ça avait été je me suis un peu évidemment baladé dans le bourg, et le centre-ville d'Ussel, un peu le désert avec que des boutiques qui affichent à louer, fermées, etc. Donc j'ai voulu, en fait, j'ai créé des affiches qui annoncent l'ouverture prochaine de commerce. Et pour moi, c'était aussi l'occasion de tester plein de trucs en litho. Donc voilà, il n'y a pas de détails. Voilà. Donc ça, c'était voilà, des dessins pour un journal. La partie, je fais pas mal aussi d'ateliers avec les enfants et tout ça. Et à gauche, on avait fait un projet assez cool avec mon pote Baptiste Alchaud, qui est illustrateur. On avait travaillé pour les studios 13-16 du Centre Pompidou. Au Centre Pompidou, le studio 13-16, il s'occupe du public 13-16 ans, donc les ados. Et on est intervenu dans deux collèges dans la région parisienne, à Vitry et à Pantin. Et on a inventé un sport qui s'appelle le basketball. Avec toute la semaine, en gros, le midi, on était là et on fabriquait les équipements sportifs en carton. Et on avait des règles, il y a des panneaux, c'est des panneaux vivants. En gros, le baseball, c'est la balle avec une boule en papier. Enfin bon, c'est assez drôle. Là, c'est pareil, c'est une affiche que j'ai faite pour un festival de musique expérimentale en papier découpé. Et du coup, là ça rend pas vraiment ce que ça devrait rendre, mais en fait, c'est comme un vitrage. J'ai travaillé où il y a une feuille de papier découpé, et ensuite j'ai travaillé avec des gélatines colorées pour des gélatines de spectacle pour mettre dans les lumières. Voilà, c'est un lieu qui s'appelle le Racadéra Casserny avec lequel je m'investis pas mal et je fais des affiches, des choses comme ça. Ah oui, là, du coup, c'est des images de la Bruche Forêt. Il y en a peu, parce que ça, vous pouvez trouver facilement sur Internet plein d'images. Et à droite, on a fait, du coup, cette année, on a été invité au Centre Pompidou 5 semaines pour faire un gros atelier masque. Donc en 3 semaines, on était en permanence, enfin en 2 semaines, on était en permanence au CIO 13-16, ouvert tout le temps à bosser, à faire des masques, gros atelier, gros bordel. Tous les gens qui voulaient venir, ils venaient. Et une semaine après ces 2 semaines, on faisait une parade tout le week-end. La première, le samedi, on a fait en gros la fête dans Pompidou, on faisait des sorties de masques partout dans Pompidou et tout. Et le dimanche, il faisait beau, parce que le samedi, il pleuvait. On a fait une espèce de grande parade et on a pu s'amuser à louer les cheminées de Pompidou. Là, voilà. Du coup, au moulin, le projet que j'ai proposé au moulin, il était très orienté. En fait, souvent en résidence, je ne sais pas si vous avez déjà répondu à des résidences que vous faites peut-être, certains d'entre vous. Il y a le projet initial, on est obligé de proposer un projet. Une fois, j'ai essayé de ne pas proposer de projet, mais ça n'a pas fait.
me dire justement j'ai pas de projet mais je veux bosser quoi, et ça marche. Mais là du coup je suis assez raccord avec le projet initial. En fait je voulais partir, je voulais travailler sur le papier et approfondir ces histoires de transparence. Du coup l'idée c'était de travailler le papier dans sa transparence et dans le rapport du recto au verso et de la manière dont la lumière va venir sur le papier, de manière frontale, de dos, en effleurant le papier, tout ça. Et donc ça c'était pour l'aspect un peu technique et pour l'aspect thématique. En gros, de par mon expérience à Saint-Denis, il y a une question qui me pose énormément, une problématique qui me pose énormément de questions, c'est les flux migratoires, les gens qui arrivent en France ou qui essayent d'arriver en Europe et qu'on accueille ou pas, ou voire qu'on laisse mourir en mer. Donc ça c'était je voulais parler de ça, parce que aussi voilà, dans mes relations à Saint-Denis, il y a beaucoup de gens qui le vivent au quotidien, qui sont des illégaux, qui n'ont pas de papier, qui sont stigmatisés, tout ça, dans des situations très compliquées. Donc je voulais, c'est quelque chose qui m'a mis pas mal. Et du coup, j'ai cherché en fait des textes pour essayer de parler de ça. Et j'ai trouvé en fait un écrivain qui s'appelle Benjamin Crivell, qui est un auteur d'origine roumaine, qui a écrit beaucoup en français, et dont les poèmes sont regroupés dans un livre qui s'appelle Le mal des fantômes. Et il y a toute une série de poèmes autour de l'Exode. Et il y a la préface en prose qui est le début, qui est un poème que je trouve très très fort, et qui parle, je trouve, qui a un espèce de cri d'humanité et qui est le regard de quelqu'un qui... bon, je vous donnerai une référence pour... Voilà, donc ça c'est pour la thématique. Ensuite, voilà, première feuille, très réussie. Et voilà, donc là, au début, donc vous avez vu vite fait sur le film le procédé de... En fait, l'idée c'était de commencer à créer au moment de faire la feuille directe. Donc j'ai essayé pas mal de trucs, je m'étais fait un petit protocole, un peu de test. Donc là, évidemment, je loupe ma feuille et au lieu peut-être de tout ramasser la pâte et tout, j'en pose tout de suite une autre dessus. Enfin, bon, j'ai essayé pas mal de choses. Donc ça, c'était mon petit protocole où j'avais test échantillon. Donc ça c'est mes premiers échantillons, pendant la maquette, tout ça. Donc voilà, deux choses au moulin. Évidemment, il y a la papeterie avec le savoir-faire en matière notamment de papier artisanal. Moi, il y a 4 semaines, je ne savais pas comment on faisait une feuille. Enfin, si, j'avais regardé quelques vidéos sur internet. Et l'imprimerie. Donc c'est pour ça que je voulais m'appuyer aussi sur un texte pour travailler la typographie aussi. Et notamment au moulin, il y a des presses magnifiques et il y a aussi des belles cases typo en bois. Et je ne suis pas très courageux, très patient pour travailler avec des typos ponts, Cordoue ou Cornite. Donc moi, les caractères en bois, bon, comme ça, c'est impeccable. Et comme j'aime bien aussi travailler la fiche, je voulais... voilà, ça c'est un papier que Guillaume, le papier, il fait déjà lui-même. C'est en gros, au moment de, on verra, des images, au moment où le papier, la feuille elle est posée sur le feutre, tout simplement on met un grillage type grillage à la poule et ça fait des motifs, en fait, ça fait des filigranes. Donc voilà, là c'était incrustation, je travaille pas mal avec des incrustations, du coup entre deux feuilles, je pose une feuille, je mets des choses et j'en mets une deuxième. Donc là c'était incruster des lettres, des formes. Donc voilà, c'est un peu les premiers tests. Voilà, là c'est la pile hollandaise que Guillaume est en train de remplir avec des fibres de lin, de chanvre et de coton. Tout ça va être broyé, tout ça longuement, et ensuite on ira chercher ma pâte à papier là-dedans avec laquelle je vais faire les feuilles. Vous avez vu là au début ma feuille loupée, elle est sur un feutre. Et en fait, voilà, une fois que
les feuilles elles sont prêtes, on les met comme ça c'est une espèce de grosse presse hydraulique. Et ensuite on vient, la presse elle vient presser et évacuer l'eau des feuilles. C'est impressionnant la quantité de flotte qui sort de la presse hollandaise. Là c'est au niveau du séchoir. Donc. Et ça c'est une deuxième presse, on y reviendra aussi. Voilà, là c'est un. Ça c'était. Un petit tour dans l'imprimerie. Voilà, ça c'est le livre en question, le mal de Fontaine, Benjamin Fontaine. Donc Benjamin Fontaine, il fait partie de l'avant-dernier convoi qui est parti de Drancy pour Birkenau. Il est mort à Birkenau. Pour présenter l'ambiance. C'est vrai que je suis habitué à traiter des sujets avec pas mal d'humour, là c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, ça c'est la typographie que j'utilise, qui est assez généreuse et qui a voilà, un impact visuel type affiche. Là c'est un peu un des jeux d'imprimie, c'est la fameuse Minotti. Du coup, parce qu'en fait, bon, j'en parlerai un petit peu plus tard. Et là voilà, comme je voulais travailler sur des formats assez grands, il y a une presse qui me permet de faire ça à l'atelier, c'est la Stanhope. Et là on voit il y a le plateau. Et en fait le plateau il s'ouvre comme ça, dedans il y a le marbre sur lequel on vient poser le texte qu'on a composé. La feuille, on referme le plateau il file sous le. Ouais, là on relève le capot, là on compose le texte ici. Le plateau ensuite il va sous la presse et là on tire sur la manette, comme on dit dans le milieu de la typographie. Avec la main. Et voilà, c'est un film. C'est vraiment très belle vitesse. Voilà. Donc voilà, ça c'est le texte justifié, etc. Le typomètre et les couleurs. Maintenant. Ah oui, peut-être commencer par ça. Donc parmi les, en fait, en gros, avant de faire mes feuilles, je prépare tout un ensemble de choses parce que là j'ai 4 semaines, je finis la fin de cette semaine, donc c'est très très court. Donc en fait j'ai pris le parti de, à la fois mon idée c'est de réussir à faire un espèce d'ensemble relativement cohérent avec des fragments de texte. Mon idée, elle est de... Bon, je vais aller un petit peu plus loin. J'aimerais bien, en fait, avoir un espace complètement noir dans lequel flottent toutes les feuilles, une sélection de feuilles que je prépare, et que ce soit le public qui débarque dans cet ensemble avec des lampes et qui éclaire par lui-même le travail. Et pas que ce soit le public qui éclaire. Donc ça c'est des choses que je prépare en amont et que je vais inclure dans les feuilles. Ça du coup, il y a une table lumineuse que j'utilise pas mal, donc cette chose-là, c'était une composition que j'avais préparée sur table lumineuse en arrachant. Parce que le papier, c'est étonnant comment il peut capter les différences. Enfin, on va voir tout à l'heure, j'avais mis un bouquet d'orties dans le texte, il est question d'un bouquet d'orties. J'ai mis un bouquet d'orties sur une feuille. Depuis le début, j'ai fait la feuille, j'ai mis le bouquet d'orties, et elle a suivi tout le processus de la presse au séchage, encore à la presse. Et à la fin, j'ai enlevé le bouquet d'orties. Je pense qu'il y a une petite photo, on dirait une radiographie. Donc ça, c'est des tests de lettrage, de couleur, chercher la couleur. Et là, par exemple, ici, en fait,
Du coup, comme je vous disais, l'idée c'est en fait d'avoir une image qui se lit en plusieurs fois. Ça veut dire une première lecture quand on arrive frontal à l'image, et une deuxième quand la lumière elle passe par derrière, et peut-être une troisième parce qu'on fait le tour de l'image. Et du coup là par exemple c'est sur le recto, il y a le texte imprimé en typographie. Et derrière, en fait, ce qu'on voit écrit à la main, c'est écrit à l'envers au verso, au crayon blanc. Donc c'est en fait travailler sur des choses un peu fantomatiques, de révélation, Donc ça c'est mon carnet. Donc ça c'est pareil, c'est des... je me suis mis à découper quelques personnages comme ça, vraiment brut, avec, voilà, en déchirant des morceaux de papier, tout ça. Donc ça c'est... j'ai pas encore les résultats. Il y a aussi un temps de séchage qui est important. Donc ça, c'était des lettres incluses dans le papier. Donc ça, c'est des compositions, pareil, qui sont en cours de séchage. Là, c'est sur table lumineuse, on n'est pas encore dans le papier. Et ça, c'est pareil, c'était une composition que je voulais mettre en place avec des feuilles de papier de soie. Et au moment de poser sur la feuille, bon, je me suis rendu compte que c'était compliqué parce que le papier est tout humide, donc tout ça un peu en difficulté, je pense pas que ça... Voilà, c'est ça en fait l'idée d'ortie. Là, c'est la feuille sèche qui est rétroéclairée. Pour l'instant, j'ai laissé en tout cas des fragments du végétal. C'est assez étonnant. Là, c'est pareil, c'est un visage qui est venu d'une feuille ratée et finalement j'ai dessiné sur le feutre au moment de faire la feuille. Et après, c'est des étapes, c'est-à-dire que je vais revenir après en typographie, je vais revenir après en grattant le papier. Donc voilà, c'est une étape supplémentaire. On va dessiner à la craie blanche où là on ne voit pas, mais de prime abord, le papier il a l'air d'être complètement blanc et c'est en passant la lumière derrière, il y a des choses qui apparaissent. Là, c'est aussi un autre test. Au moulin, il y a la machine à papier, on peut sortir des feuilles cartonnées. Et du coup, Guillaume, il met de côté des feuilles cartonnées toutes fraîches, encore toutes molles et pleines d'eau. Et du coup, j'ai fait de la même manière que les orties avec le papier cartonné. Du coup, j'ai fait des emprunts. J'ai préparé une composition avec des morceaux de papier. Et du coup, ça, c'est je les ai pressés un peu fort à la presse en quelques temps. Et du coup, il y a cette espèce d'effet fantomatique. Tout ça, ouais, c'est expérimental. Je ne savais pas du tout ce que ça allait donner. Donc ça, c'est pareil. Là, c'était des morceaux de papier que j'avais préparés pour inclure dans la feuille. Là, c'est au moment, du coup, sur le feutre, quand la première feuille, elle vient juste de sortir de la forme. Et ça, ensuite, c'est le papier vu à la table lumineuse. Donc la feuille sèche et est sortie, quoi. Oui, ça, c'est le même... Donc ça, c'est une composition, elle n'avait pas fini, mais j'ai pris en photo à ce moment-là. J'ai mis une deuxième feuille par-dessus, là c'est les feuilles de cartonné humide. Et ça c'est le résultat de la feuille sur table lumineuse après impression. Je trouve ça assez fou comment le papier, je sais pas, il mémorise toutes ces formes-là. Voilà. Ça, par exemple, c'était... Donc ça, c'était les découpages que j'avais prévus pour inclure dans le papier. En sachant que j'en ai mis à l'intérieur de deux feuilles, certains qui
Vous pouvez mettre l'empreinte comme ça, les yeux, là c'est la feuille sèche. Donc il y a une première abord où on découpe la feuille, on découpe le verso de la feuille. Ça c'est un deuxième abord où la lumière elle traverse le papier, donc c'est la même feuille. Et ça c'est le dos. Donc en fait, on peut travailler la même feuille, enfin une même image, mais sur plusieurs dimensions. Le recto, le verso et puis l'intérieur du papier. Et ça c'était une feuille. Donc, je vais vous dire un certain nombre de choses, mais. Donc voilà, je suis parti un peu tous azimuts dans plusieurs directions, et on va voir, je ne suis pas du tout en mesure de vous le dire, enfin, il me reste encore 2 semaines et demie pour continuer ce travail-là, et voilà, je suis un peu perdu dans mes propres explications. Donc je ne sais pas si vous avez des questions, ou des remarques, des idées, voilà. Merci en tout cas de votre attention. Ah mais vous l'avez pas dit. Oui. Pour faire l'empreinte avec les papiers cartonnés, comment vous faites pour enlever le papier après ou pour le poser sur... Comment ça se passe cette empreinte? Eh bien, là, j'ai fait, tu vois... Ah, là, je prends le micro, il marche, là. C'est formidable. Je me rappelle plus où c'est, mon truc. Ah oui, ici. Bah là, par exemple, cette image, donc j'avais ma feuille cartonnée humide. Et là, par exemple, ça, c'est un espèce de morceau de papier. Et comme vous avez vu au début, il y a des... Par exemple, ce visage, j'ai travaillé de manière assez grossière, on va dire, enfin sans... Du coup, j'ai travaillé le papier, c'est déjà du papier cartonné, mais sec, que j'ai... Ce papier cartonné, en fait, du moulin, on voit vraiment... il doit y avoir une dizaine de couches qui composent une feuille bien solide, quoi. Et du coup... On fait des incisions et on peut enlever des couches. C'est un peu laborieux, hein, ça n'arrive pas comme ça. Mais du coup, voilà. Et en fait, là, ces espèces de différences voilà, du blanc au plus sombre et tout ça, ça vient des différentes épaisseurs de papier. L'espèce de moiré qu'on voit chelou, c'est parce qu'en fait, j'ai déposé la feuille directement sur une planche de médium. Donc, c'est-à-dire que la feuille, elle a aussi... pris de la planche de médium qui avait... Donc comment j'ai fait très concrètement? J'ai mis une feuille, la feuille de papier cartonné humide sur une plaque. J'ai mis ces éléments là. Donc il y a un morceau de papier cartonné découpé, d'autres morceaux de papier cartonné découpés comme ça. Et ensuite j'ai essayé de mettre des morceaux de papier de soie un peu froissés, etc. Donc en fait, c'est pas mal de hasard. Et du coup, emprisonné, enfin, le tout pressé entre 2 plaques de médium. Mais en fait, c'était un peu dur, je pense que j'ai checké. Et en fait, comme il n'y a pas de moelleux entre la plaque de médium et la feuille, j'ai gardé la compo, j'ai enlevé la feuille et j'ai mis du carton. Et là, en fait, le carton, je pense, ça a permis de bien que la forme, elle s'imprègne mieux dans le papier, tu vois. Parce que quand c'est trop dur, peut-être, il n'y a pas assez de marge pour que ça s'imprime, ça fasse l'empreinte correctement. Ça peut pas clair? Merci. J'avais une autre question plus par rapport au moulin, je pense. Le chanvre, le lin... Ce que vous utilisez comme matière première, c'est importé d'où? Enfin, vous
vous l'obtenez on achète ces plaques, c'est des plaques de chanvre, de lin et de coton. Ce sont des fibres qui sont vraiment comme ça colmatées, qui sont vendues sous forme de plaques, qu'il va falloir qu'on triture, qu'on retravaille nous, parce qu'elles ne peuvent pas devenir papier tout de suite. Il faut triturer, voilà, en quelque sorte, toutes ces fibres. Mais c'est cultivé en France. C'est importé ou c'est de France Le chanvre et le lin, ils viennent de France. Chanvre et lin, c'est de France. Oui, le coton, souvent, il vient des États-Unis, mais ça transite par des usines qui vendent après ces cotons. C'est par exemple des déchets d'usines textiles qui vont après arriver pour les papeteries. On a aussi, par exemple, la Banque de France, elle utilise du chanvre, vos billets de banque qui sont faits aussi en chanvre. Donc il n'y a pas que le Moulin du Goût qui va utiliser du chanvre, du lin ou du coton pour faire du papier. C'est vrai que le papier, c'est surtout du bois. Dans l'industrie, on n'est pas nombreux à utiliser ces fibres-là. Mais il y a encore, même si c'est de moins en moins facile quand même d'en trouver. Voilà. Donc nous, on se dirige vers des productions maintenant pour l'aquarelle, par exemple. Et puis on voudrait faire aussi de plus en plus de recyclage. Et notre technique à nous, contrairement à l'industrie, ne demande pas d'eau, de grandes quantités d'eau, de grands lessivages, de grands aussi lessives chimiques, parce que quand on fait du papier recyclé, aujourd'hui dans l'industrie, il faut enlever l'encre. Donc on va broyer, on va mettre un peu de chimie pour désancrer, et on va lessiver, mettre de grandes quantités d'eau, laver plusieurs fois, pour obtenir un papier recyclé. Nous, on fait maintenant au Moulin du Goût du papier recyclé en broyant tout simplement des papiers de couleur. Et du coup, ça nous donne des tas de textures différentes, des tas de couleurs différentes, puisque les couleurs restent dans le papier. Vu qu'on va que broyer, on n'enlève pas les encres, on va obtenir plein de papier avec plein de petits points de couleur. Si on broie beaucoup, ce sera des tout petits points. Si on broie moins, on va avoir des gros morceaux, même des fois des lettres qui restent dedans. Voilà, donc on a plusieurs types de papier. On a dit tout à l'heure aussi, on prend des épluchures de légumes pour faire le papier artichaut, poireau ou asperge. D'accord, merci. Est-ce que vous avez des questions d'autres personnes? J'aimerais savoir si les étudiants on a un projet, peut-être, est-ce qu'on peut travailler chez vous, si possible? Ça se discute. C'est possible. C'est possible. Voilà. Après, ça dépend du temps, par exemple, du stage. Ça peut dépendre de la période, parce que nous, il y a des périodes creuses. En ce moment, la résidence d'artiste, par exemple, elle se fait toujours à l'automne, de préférence, au début de l'hiver, maximum, pour vraiment avoir du temps à consacrer aussi un peu à l'artiste, même si Vincent a été très vite autonome et très vite il a fait ses recherches, ses expérimentations. Une fois qu'il a compris les techniques, il a su utiliser les machines, mais en tout cas il y a quand même du temps d'artisan avec lui. Il y a des périodes où, comme le Moulin du Goût est aussi un site d'accueil touristique, d'accueil culturel, on a 15 000 visiteurs par an, on a beaucoup de scolaires, on a beaucoup de groupes. Ben, il y a des moments où ça ne s'y prête pas. Voilà. Si on vous accueille pour un projet en plein printemps ou été, on n'aura pas de temps. Donc voilà, ça se voit ensemble, ça se discute, mais c'est possible. Ouais. Comme je vous le disais, on recherche, nous, des idées, des créateurs, on ouvre nos portes à la création, c'est ce qu'on souhaite pour ce mouvement. Alors moi je voudrais dire une dernière chose. Donc, vous avez bien compris que Vincent Krogeneck travaille sur des images et des textes. Donc on a bien vu le texte qu'il travaillait là sur l'exode, sur le déracinement. Et tout ça, ce sont des images, des idées qui sont à l'intérieur du papier, qui sont cachées et qui vont être révélées grâce à la lumière. C'est ce
ce qu'il vous expliquait. Donc, son idée, c'est que le visiteur, le spectateur, voilà, devienne acteur. C'est-à-dire que quand on va dans une exposition, on rentre dans l'exposition et les toiles, les sculptures s'offrent à nous. Évidemment, parfois, on peut interagir aussi, mais là, vraiment, c'est le concept de base où on va arriver avec sa lampe pour pouvoir révéler ce qui se cache dans ses œuvres. Et qu'il y ait même plusieurs faces. Hein. On a bien vu les deux faces du papier. Et suivant comment on éclaire, si on éclaire de face, si on éclaire un petit peu de biais sur le côté, on va avoir d'autres images. Si on fait le tour de la feuille, on va encore avoir autre chose derrière. Alors je vous invite à découvrir ce travail une fois qu'il sera fini, réalisé. Alors évidemment, on croise les doigts pour que Vincent aille jusqu'au bout, puisque c'est long, hein, toutes ces recherches et ces expérimentations, mais il a déjà bien avancé, il y a déjà pas mal de choses qui se sont révélées au cours de la résidence. Le vendredi, donc 17 janvier, vous pouvez noter la date, à Saint-Léonard-Renoblat, dans un tiers-lieu, un lieu qui fait café, expo, il y a des fois des concerts, voilà, il y a plein de choses. C'est un tiers-lieu qui s'appelle l'Escalier, à Saint-Léonard-Renoblat, en plein centre-ville, face à la collégiale de Saint-Léonard, patrimoine mondial de l'UNESCO, entre parenthèses. Vous avez Vincent qui va faire sa présentation, donc on pourra être dans le noir et avoir nos petites lampes pour pouvoir découvrir tout ce que révèle son travail. Et puis il nous expliquera évidemment aussi comment il en est arrivé là, ce que représente tout ça, le concept et comment y arriver. Voilà. Est-ce que j'ai bien tout dit? Oui, ouais. Hein? Donc vendredi 17 janvier, il y a la présentation en présence de l'artiste. On verra concrètement, là vous avez vu les prémices, tout le travail en amont. Vous pourrez voir là la résolution, entre guillemets, enfin le travail final. Et puis l'expo, elle restera dans ce lieu encore, donc il y aura une quinzaine de jours, avec des jours et horaires où les gens sont dans le noir, avec leurs petites lampes. Si vous voulez, avant de partir, j'ai amené 2-3 feuilles. Si vous voulez, c'est vrai qu'on a l'habitude à avoir plein d'images tout le temps sur l'écran, mais j'ai amené du papier et j'ai amené la lampe, je crois aussi. Donc, on peut se mettre dans le noir 2 minutes et regarder d'autres, si vous voulez. Merci à tous.